Vous n'avez pas les femmes camerounaises qui étaient les champions du monde de la prostitution en Europe, à Dubaï, etc. Nous, on a grandi, on a vu une classe moyenne au Cameroun. Il y avait une classe moyenne. Les Dédos, là, il y avait une classe moyenne. Tous les gens qui vivaient à Dédos, là, je peux comprendre la colère des gens. Les gens travaillent à la Camer, ils travaillent à la Régie Fercam, ils avaient un salaire. Ils avaient besoin de 300 000 pour vivre, de 100 000 francs pour vivre. La vie n'était pas chère, mais ils avaient des salaires de 300 000. Ils allaient passer leurs vacances en France. Quand on disait Namala Mbengue, ce n'était pas l'immigration clandestine. Ils ne bossaient pas. Ils allaient passer leurs vacances. Ils revenaient des vacances. Il y avait une classe moyenne. Parce qu'il y avait un accord. C'est ça le rôle des dirigeants. Ils avaient un accord. Bon, entendons-nous faire telle chose. Voilà les conséquences. Le président de la République a une technostructure. Voilà. La technostructure, c'est les gens du ministère de l'économie, les gens du ministère de la planification, enfin, l'économie du plan d'aménagement du territoire. Il y a d'autres ressources, il y a les élus, il y a l'administration territoriale. Quand vous êtes président, vous avez tout un tas qui leur remonte quantité de projets et ils travaillent maintenant avec les entrepreneurs au plan économique. On va faire ci. Or, qu'est-ce que ça peut être un accord demain entre le Septentrion et les Grasslands? L'accord entre le Septentrion et les Grasslands, ça peut être par exemple la question de l'énergie. Le potentiel énergétique recèle. On dit l'économie, c'est la consommation de l'énergie. Les Américains définissent la richesse dans un pays comme étant la consommation de l'énergie. Plus vous consommez l'énergie, plus vous êtes riche. La Chine aujourd'hui impressionne parce qu'elle devient, je vais expliquer tout à l'heure dans le lac qui est fait sur le Niger, elle devient un acteur important dans le secteur de l'énergie. La production de l'énergie. Le Grand Nord a le soleil. Le Grand Nord a de l'eau. Le Grand Nord a le soleil, la production de l'énergie. Le Nord-Ouest a le gaz dans ses lacs. Et ce gaz-là peut être foré. Vous voyez comment un jour, je vous montrerai ici aux États-Unis comment on fait ça sur les lacs. On fore, il y a un bateau qu'on appelle, les méthaniers. Et il y a un autre bateau qu'on appelle, oh, j'ai oublié comment ils font ça. Donc, ils forent et remplissent ça dans un méthanier, convertissent ça en liquide et ils utilisent ça pour aller approvisionner des centrales de production de l'énergie au gaz. Le Nord-Ouest, c'est le champion du monde du gaz. On peut produire, et les études existent en Amérique, l'université de Howard, jusqu'à 40 000 mégawatts annuels avec le gaz des lacs du Nord-Ouest. 40 000 mégawatts. Le Nord-Ouest ne peut jamais consommer 40 000 mégawatts. Donc, ils vont exporter ça soit vers l'Adamawa, soit vers le centre, parce que je rappelle aux gens qui connaissent pas la carte du Cameroun, si le joueur fait une route, il a la possibilité de passer par le pays Etone, Yaoundé va être à moins de 2 heures de Bamenda. Mais nous dépendons encore des routes que les colons avaient fait, parce que c'était les routes qui permettaient de partir de Yaoundé pour aller mater les gens dans l'ouest, et puis on a fait un prolongement pour que ça arrive au nord-ouest. Il y a beaucoup de choses. On peut transformer ces gaz-là pour via des pipelines pour aller approvisionner des villes comme Yaoundé, pour aller installer des zones industrielles dans l'ouest, pour transformer beaucoup de choses. C'est des accords que les élites se donnent, ils s'asseyent, ils réfléchissent. Ce n'est pas, ça ne tombe pas du ciel. Donc, quand moi je dis que vous ne me verrez plus jamais derrière un politicien camerounais, ce n'est pas le hasard. Ce ne sont pas des hommes politiques. Tous là, c'est les gens qui ont faim. Tous. Donc, je ne veux pas aller dans les détails. Je les ai côtoyés tous, donc je connais. Voilà. Ah, Prisonique a disparu. Ah ouais, oh là là. Oh, Tébélé est mort en 2003. Oh. Hein? L'énergie, l'agriculture. Je vous ai dit ici qu'à l'époque, moi, je travaillais à l'ambassade de France là-bas. On menait une réflexion sur la transformation agricole de la région du Nord-Ouest. Et les gens de l'ambassade de France disaient déjà que c'est parce qu'ils voyaient la crise venir. On nous a réprimés. Bon, je vais parler dans les détails. Ça m'a quand même valu 2 convocations à la DGRE. Ou à la deuxième convocation, on m'a dit, écoutez, il n'y aura pas de troisième. Il y a des gens qui sont morts dans ce pays, la France n'a rien fait. Nous, on sait comment calmer les choses. Les gens m'ont dit, laisse ça tomber, mon enfant. 10 ans plus tard, la crise est arrivée au Nozo. L'agriculture.
L'agriculture a évolué aujourd'hui. On fait l'agriculture de manière moderne, avec plusieurs cycles, la conservation, la réduction des risques de perte, etc. L'agriculture a pris une autre dimension. Les régions du nord-ouest, le plateau de la Damawa, le Grand Nord, si on fait l'irrigation, l'agriculture, l'élevage, le Grand Nord devrait être le cœur des céréales. Le coton, c'est quoi? Les céréales. Ah, Tébéla est parti en 2004. Personne. Les céréales, la production des céréales, l'irrigation, l'élevage, la production du tournesol pour produire l'huile, les oléagineux. Le Grand Nord avait son potentiel. L'élevage des bovins, l'élevage des ovins, l'élevage des caprins, l'élevage de la volaille. Beaucoup de choses ont évolué aujourd'hui. Il y a un savoir-faire de quantité d'industrie au monde. L'Arabie Saoudite produit bientôt la volaille, même qu'elle peut exporter en Amérique. Donc, le Grand Nord, là, on dit pas, oh, il fait chaud, on fait seulement l'élevage dans le froid. Ce n'est pas vrai. Il y a la possibilité de faire la volaille dans le Grand Nord. De produire. Il faut faire l'irrigation. Mais ça, il faut que les gens s'asseyent. C'est un peu en disant, oh, nous remercions le chef de l'État. Les Bayero Fati ont fait ça pendant 30 ans. Lui-même, il a fini quoi là? Il est là, Sobajo, là, dans le Grand Nord. Il ressemble à quoi? Il faut s'asseoir et réfléchir, les amis. L'agriculture, les mines. Vous avez le pétrole dans le Grand Nord. Vous avez le pétrole dans le Grand Ouest. Les deux zones-là ont le pétrole. Ils ont le teston. Ils ont le coltan. Ils ont le cobalt. Ils ont l'uranium. Ils ont l'hydrogène. L'hydrogène vert. Ils ont le lithium. Vous ne pouvez pas être là. Votre existence est réduite à avoir un petit poste de ministre. On vous met là, ministre délégué, tu es aussi là. What the fuck? What the fuck? En bon? Alors que la Chine lance déjà les fusées à la Lune, donc votre ambition, c'est vous de passer à être ministre. De quoi? Nous devons pouvoir réfléchir. Quelle alliance économique les gens du Nord et les gens, du Septentrion et les gens des Gracielandes font? Comment on se prépare? Je vais parler dans tous les détails. La relance de l'industrie. Il ne faut plus faire ça comme à Idjo, on disait, bon, la licence d'importation. Parce que si vous voulez, chers amis, le monde va beaucoup changer. Je dis ça pour les gens qui rient un peu. Le septentrion, là, que vous voyez dans le nord du Cameroun, ça va être au moins pour 40% là où le poumon économique du Cameroun va battre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les Américains, les Russes et les Chinois et les Indiens, dont la France ne veut pas faire le poids, ne peut même pas faire le poids, sont en train de vouloir construire ce qu'on appelle une zone sahélo-sahélienne. Ça veut dire qu'il va partir de Asmara en Égypte, Asmara au Soudan. Donc, je ne pose pas ton commentaire. Donc, la zone sahélo-sahélienne, donc, qui part du port de Asmara en Érythrée, ça prend l'Éthiopie, etc., etc. Ça arrive au Soudan, ça passe le Soudan, le Tchad, ça prend le Niger, ça prend le Mali, ça prend le Burkina, ça prend la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal, etc. Ça débouche sur la mer. Donc, ça permet, quand vous êtes à Asmara, vous avez le Moyen-Orient en face, ça veut dire les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, etc., etc. Vous avez le Moyen-Orient en face, Israël, tout ça. Mais vous avez aussi l'Asie en face, en commençant par l'Inde et la Chine. Et avec les routes de la soie maritime et terrestre que les Chinois sont en train de faire, dont l'optimisation du canal de Suez, ils sont en train de faire des travaux, etc. Donc, vous avez donc, qui sont fâchés avec tout ce fait qu'ils doivent tout le temps contourner le canal de Suez ou bien contourner toute l'Afrique. Ils se disent, bon, on va faire un truc avec le... Je vous dis que ça existe ici, là. Les cartes existent, mais je vais parler dans les détails. Il va avoir une ligne de chemin de fer et un grand autoroute. C'est ça qu'ils avaient déjà pensé dans le cadre du Népal, qui va permettre de venir sortir ici
au Niger. Or, là, dans ça, on voit très bien qu'il y avait une personne qui les gênait, c'était Kadhafi. Et deuxièmement, il y a la question de l'insécurité dans le Sahel. Et vous avez vu la rapidité avec laquelle ils ont injecté la France au Sahel, très rapidement. Vous avez vu comment ils ont fait tomber les Béchis. Et vous avez vu comment ils sont en train de faire le ménage au Soudan. Il y aura une guerre, après la guerre, ils vont reconstruire. Et quand ils auront débarrassé le Sahel, quand vous regardez bien, dans la bande sahélo-sahélienne, là, la superficie de cette zone, on va chercher, c'est-à-dire que dans cet endroit-là, vous rentrez 3 fois les États-Unis. Dans cette zone-là, vous rentrez 3 fois les États-Unis. Donc, c'est vaste, superficie. La population, les richesses qu'il y a dans le sol, etc., etc. Donc, il veut faire une zone sahélo-sahélienne qui aura une débouchée des deux côtés, qui aura une débouchée en haut, qui aura une débouchée en bas. Or, pour nous autres Camerounais, quelle sera la porte d'entrée de la zone sahélo-sahélienne? Quelle sera la porte d'entrée? C'est le septentrion du Cameroun. Donc, quand je vois les gens qui disent que, comme j'ai vu quelqu'un venir écrire sur mon mur, là, je ne sais même pas qui c'est, il dit que vous faites comme ça, là, alors, qu'est-ce que vous allez faire si on vous enlève, on vous chasse à Douala, à Yaoundé? Qui vous a dit que dans 20 ans, l'économie du Cameroun sera encore en Douala, à Yaoundé? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Demain, avec ce que les Elon Musk veulent mettre en place là, si on réouvre la Silicon Mountain à Boya, je peux vous garantir qu'il y aura plus de milliardaires à la Silicon Mountain à Boya qu'il y en a des milliardaires à Yaoundé. Les gens à Yaoundé vont venir raser, vont venir essuyer les chaussures des gens à Boya. Qui vous a dit ça? C'est parce que vous ne connaissez pas l'économie. Vous n'en savez rien du tout. Vous avez déjà été à la Silicon Valley pour voir comment ça se passe. Vous n'en savez rien du tout. Ce que vous savez, c'est l'économie. Vous regardez la CATV, tel bien les marchés, le machin, Motazé, ces grosses joues comme ça, comme le pompé là, il raconte sa vie. Et puis, il parle, vous savez. Le monde a changé. Le monde est en train de changer. La porte d'entrée de la zone sahélo-sahélienne pour le Cameroun, ce sera le Grand Nord. Ça veut dire que si demain matin, c'est là, il dit, vous ne pouvez plus traverser Ngaoundéré, vous n'aurez pas accès au marché de la zone sahélo-sahélienne. Alors, ça devrait faire réfléchir les élites des Grassfields qui devraient réfléchir. Il y a des choses que je ne vais pas dire là. Mais ils ne réfléchissent pas. Quand vous voulez parler de ça, vous savez, moi, je suis pour le changement dans la paix et dans les yeux. Moi, c'est-à-dire que ça dit, moi, je suis moineau. Le monde est en pleine mutation. Ce que vous voyez qui se passe au Sahel, là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Quand on voit le Nigeria, la Côte d'Ivoire, on envoie les maquisales qui partent sans broncher. On envoie les gens venir leur dire que mes amis, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Le monde est en pleine mutation. Le monde est en pleine mutation. La porte d'entrée du marché sahélo-sahélien qui va se constituer, pour nous autres, c'est le septentrion du Cameroun. Donc, il y a la nécessité de construire un Safour-là. Pourquoi vous signalez notre direct? Laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Nous, on ne vient pas vous dire. Deuxièmement, après un accord politique et économique, etc., vous avez encore autre chose. Aujourd'hui, dans le Grand Ouest, le Grand Ouest qui a aujourd'hui à bénéficier quand même de 2 grandes routes qui permettent d'avoir un accès direct au marché nigérian, qui aura 400 millions de consommateurs avant même 2050. C'est vers là que le cœur va battre. Les petits pays là, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Centrafrique, ça c'est zéro. Ça ne va rien nous apporter, ça. Ça c'est rien. Il n'y a personne là-bas. L'enjeu, ça va être le marché nigérian. Et nous avons beaucoup d'avantages comparatifs que nous pouvons dérouler au Nigeria. Et le Nigeria, c'est un pays à la liberté de commerce. Il y a une étude qui a été produite qui montre que pour faire une entreprise au Nigeria, ça te prend 2% du coût de ton projet. Pour faire une entreprise en Amérique, ça te prend 4% du coût de ton projet. Pour faire une entreprise en France, ça te prend
10 à 12% du coût de ton projet. Au Cameroun, c'est 25 à 30% du coût de ton projet. Donc, il y a la liberté de commerce au Nigeria. Je pourrais expliquer ça. Ça demande un live de 1 ou 2 heures pour aller dans tous les détails. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à une étude pareille? Le Nigeria. Donc, il faut se tourner vers là. Non, ça, c'était un projet russe, ça. Mais je pense que les Russes, quand on voit les hésitations de Touadéra, je ne pense pas que les Russes sont encore chauds. Touadéra a avancé et les autres présidents d'Afrique centrale sont venus lui dire que non, petit frère, ça ne marche pas comme ça. Tu nous amènes là dans l'inconnu. Il a fait marche arrière. Il raconte sa vie là. Donc, c'est important. Il y a des mutations. Il y a des mutations. Il y a la zone sahélo-sahélienne. Je vous dis, qui sera, je dis, la zone sahélienne, même la Centrafrique, là, est en train de se battre pour entrer dans la zone sahélo. Ce qu'on appelle la CEMAC, là, tout ça, c'est l'héritage colonial, lui et moi. Je vous garantis, donnez-moi 10 ans, ça n'existera plus. Personne ne parlera plus de ça. Suivez le direct que je vais faire le soir sur la visite de Diomaye Faye dans les pays de l'Est, vous allez comprendre. Alors, le Sénégal a le cul sur deux chaises, même la Côte d'Ivoire. Si on enlève les bases militaires françaises en Côte d'Ivoire, vous allez voir comment les Ivoiriens vont parler de manière décomplexée. L'UEMOA va disparaître totalement. La CEMAC, là, ça n'existera plus. On va avoir une grosse recomposition en CEMAC. Au pire, si c'est la CEAC, mais encore, beaucoup de choses vont changer. La preuve, vous avez vu comment l'AES a cassé la CEDEAO. Donc, c'est important. Donc, il y a la nécessité de faire un accord économique parce que c'est sur la base de cet accord économique qui comprend l'éducation, comment vous préparez vos enfants pour qu'ils affrontent les défis de demain, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'entrepreneuriat, etc. Comment vous préparez votre progéniture pour qu'elle affronte les défis de demain, pour éviter d'être confronté au chômage, hein, à être enrôlé dans des bandes armées pour faire le désordre. Comment vous préparez les seigneurs de demain. Comment vous désenclavez vos territoires, comment vous construisez les infrastructures économiques, etc., etc. Comment vous battez pour que vos élus aient les moyens de travailler. Ça sert à quoi si on dit, oh, le budget qui a été transformé dans la région de la Damawa, c'est 40 milliards, et que les 40 milliards, 36 milliards sont dans les mains des fonctionnaires, 4 milliards dans les mains des élus, ou les élus pour acheter la serpillère et la... Partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Hein? Comme je dis, vous pensez que vous allez où avec ça? Ça ne débouchera sur rien du tout. Donc, bon, je vais arrêter mon direct là parce que ça plante beaucoup là. Et voilà. Au moins, je pense que ça va donner un peu, ça va faire respirer un peu les gens qui signalent notre direct pour rien. Je vous donne rendez-vous. Il sera aux alentours de 17 h ici. Donc, on va continuer encore notre réflexion. On va aller sur les pays de l'Alliance des États du Sahel. En l'occurrence, le Niger, la visite de Bachir Diomaye Faye. Et on va travailler. Voilà. On va parler de la visite de Bachir Diomaye Faye. On va parler de la croissance économique au Niger. On va parler des conséquences des sanctions. Et ouais, on va... Ah ouais, quand même. Donc, on va parler également de la centrale nucléaire au Burkina. On va encore revenir sur le sujet. Donc, on va parler du Sénégal, on va parler du Niger, on va parler de la centrale là, au Burkina. Et on va finir en parlant de la région de l'Ouest. Donc, on va revenir sur le tourisme, comment développer le tourisme. Et ça va nous libérer parce que dans les jours qui viennent, nous allons essentiellement parler de la bourse de Lagos. Ça, c'est la demande pressante des gens. Je vais vous montrer beaucoup de choses sur la bourse de Lagos. Je vais vous expliquer la bourse, c'est-à-dire que on va travailler sur la bourse de Lagos de manière pour sortir de là. Chacun ait compris ce qu'est la bourse de Lagos. Ou si quelqu'un a envie de savoir ce qu'on peut faire à la bourse de Lagos, qu'il vienne sur notre plateforme et qu'il s'informe. Voilà. Donc, on va montrer beaucoup de choses. Et ça permet que les gens comme Paul Biya, qui ont nommé les Feynman comme Daniel Abaté, avec des faux diplômes à la bourse de Douala, là, puissent comprendre qu'ils ont fait des erreurs, ils ont fuck up. Bon, voilà. Comme ça.
Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite à tous et à tous de passer une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée là où vous êtes. Bye. Ciao.